BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos le vendredi. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct pour ce nouvel épisode et nos talents non fongibles, nos NFT, rien qu'à nous, répondent à l'appel de BFM Business une nouvelle fois cette semaine. Owen Simonin nous accompagne aujourd'hui, alias Asher avec un grand H, l'influenceur francophone le plus suivi au monde. Il est aussi à la tête de Meria, bienvenue Owen. Bonjour. Également avec nous cette semaine, Stanislas Barthélémy, le président de l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN. Bienvenue également à vous Stanislas. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver, beaucoup d'actualités cette semaine et Vincent Gann pour mesurer le potentiel technique à venir aussi sur les cryptos. La semaine a été chaude, sacrément chaude. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Analyste technique indépendant, on est à 84 000 $ en ce moment sur le Bitcoin qui aura corrigé de 30%. Si le fameux bear market cyclique du Bitcoin a démarré, que savons-nous de lui? C'est juste une question pour essayer d'anticiper si jamais effectivement l'hiver crypto arrivait. Vincent. Oui, effectivement. Alors même sur le plus bas de la séance d'aujourd'hui, on a fait à peu près un peu plus de 80 000 $. C'est 36% de baisse depuis le record historique du 6 octobre dernier. C'est une baisse rapide. C'est même plus rapide que le point de départ des deux précédents marchés baissiers, alors bear market en anglais. Effectivement, au sein du cycle dit de 4 ans de Bitcoin, il y a une phase comme ça qui, après avoir atteint un nouveau record important, le marché rentre dans une phase, on parlait à l'instant d'hiver crypto, donc de marché baissier. Et en général, ce marché baissier commence, en tout cas dans les quelques exemples passés, au 4e trimestre de l'année qui suit le halving. Donc là, le dernier halving, c'était 2024. Début octobre, c'est bien le 4e trimestre de l'année qui suit le halving, même si ça a été pour le coup le tout début. Alors si nous sommes vraiment, et si cette pattern temporelle se répète, on sait un certain nombre de choses statistiques et structurelles sur ce marché baissier. En moyenne, il dure 12 mois. Donc si la pattern se répète, ça nous emmène jusqu'à septembre 2026. En général, il se construit en 3 temps. Première phase de baisse assez violente, on est dedans. Phase de stabilisation, puis un drawdown final. Et justement, à propos de ce drawdown, donc c'est-à-dire le pourcentage de baisse entre le plus haut et le point bas à venir du marché baissier, soyez-en certains, il y aura un point bas à ce marché baissier, puis Bitcoin repartira pour de nouveaux records. Mais ce que l'on sait à propos de ce drawdown, c'est qu'il est dégressif, il est décroissant de cycle à cycle. Alors, il reste important, ce sera un pourcentage de baisse à 2 chiffres, ça fait déjà moins 36%. Et moi, je pense que sur ce marché baissier, on aura un pourcentage de baisse maximum d'environ 50%. Voilà, mais en tout cas, effectivement, ça colle bien avec un début de marché baissier depuis octobre dernier. 50% sur les cours actuels ou vu qu'on a déjà perdu 30, on a déjà fait plus de la moitié du chemin? Depuis le 50% depuis les 125K. D'accord, ça va alors, il n'y a plus que... Ça va, c'est bon. Bon, imaginons, dans l'hypothèse où on serait en hiver crypto, en bear market à nouveau, ça reste à confirmer, mais c'est vrai que la période actuelle, elle est chaude, elle est compliquée. Est-ce que d'ici la fin de l'année, hiver crypto ou pas, on peut imaginer un rebond? Est-ce que vous voyez des supports sur lesquels un rebond serait possible? Oui, bien sûr. Alors déjà, de manière générale, dans tous les marchés baissiers historiques de Bitcoin, on part sur du principe que la pattern temporelle se répète, il y a toujours des rebonds techniques. Alors, il y a une expression même au sein du jargon technique, dead cat bounce, le rebond du chat mort, c'est-à-dire un rebond, mais qui n'est pas en fait le point de départ, la validation du point bas du marché baissier. Donc oui, il y aura des rebonds techniques, et pour les initier ces rebonds techniques, il faut partir des supports majeurs, les supports extrêmes, les supports les plus importants de l'analyse technique. La baisse a été tellement rapide que finalement, le tout premier n'est pas si loin. C'est une bande de prix comprise entre 70 000 et 75 000 $. Sachez par exemple que 74 000 $, c'est le prix moyen d'achat Bitcoin de la part de Stratégie. Donc ça, je pense que c'est une zone qui permettra un rebond d'ici la fin d'année. Merci beaucoup Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Alors quelles sont les raisons de cette baisse? On va les parcourir. On regardera aussi comment les institutionnels agissent dans cette phase de repli, s'ils vendent leur Bitcoin ou s'ils ont la tentation de commencer à en racheter, les institutionnels. On parlera aussi d'Ethereum, Vitalik Buterin qui veut ossifier Ethereum. Il veut stabiliser la façon dont Ethereum, la blockchain fonctionne. On regardera ce qu'il entend par là et pourquoi faire. Et puis les stablecoins, tiens, JP Morgan qui monte en puissance. Alibaba est sur le point de choisir le stablecoin de JP Morgan pour les paiements transfrontaliers. Dommage pour Tether ou Circle. On en reparlera aussi. C'est votre machine à condenser l'essentiel, l'actu crypto de la semaine, les pros des cryptos. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc cette semaine, Owen Simonin, alias Asher. Bonjour Owen. Bonjour. Je vous la poserai à la fin, la question. Bien. Et vous, Stanislas Barthélémy, bienvenue Stanislas également. Bonjour Guillaume. Vous allez mieux que les cryptos?
Du coup, c'est un peu corrélé, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui. Une petite corrélation là. Oui, effectivement. Le Bitcoin qui est sur des plus bas depuis avril. Est-ce que c'est juste lié à la corrélation? Vous parlez de corrélation. Corrélation au Nasdaq, corrélation à la Fed, les doutes sur une baisse de taux, ou il y a d'autres raisons à cette baisse des cryptos et du Bitcoin? Il y a quelques raisons qui sont spécifiques au marché des cryptos, notamment une partie d'options qui arrivait à expiration, donc un moment de volatilité qui était attendu, mais ça reste quand même globalement le fait qu'il est très corrélé à la tech américaine, à une incertitude qui est plus globale et du coup qui vient des États-Unis principalement, oui. Oui. Pour vous, Stanislas, c'est l'explication, le moteur principal à la baisse, les États-Unis, la Fed qui baissera peut-être pas ses taux en décembre et le Nasdaq qui recule. À chaque fois que vous me posez la question, j'ai souvent une réponse sur la macroéconomie et c'est toujours le cas. J'aime à dire que Bitcoin et je veux dire le marché crypto dans son globalité, c'est le canari dans la mine. Et donc les doutes sur quelle est la politique de la Fed dans la mesure où on voit un petit retour de l'inflation, on se dit que finalement peut-être que le soft landing n'est pas si soft. On se retrouve avec des doutes intrinsèques, on va dire, même au secteur, au marché financier américain. La statistique sur Nvidia d'hier ou d'avant-hier est absolument dingue. Ils ajoutent en une session 450 milliards de valorisation qu'ils ont perdu automatiquement. Oui. Là, on parle encore de choses d'une ampleur plus importante. Oui, très très impressionnant, effectivement. Le Bitcoin a reculé de 30% à peu près depuis ses plus hauts. Alors peut-être que ça continuera, c'est Vincent Gagne qui... Bon, on va regarder. Pour Bernstein, en tout cas, ce n'est pas encore la fin du cycle haussier. Au contraire, d'après Bernstein, cette correction va même aider à prolonger le cycle haussier. Vous êtes d'accord ? D'accord, c'est un petit peu délicat. Pour moi, il y a un point qui est super intéressant sur lequel on peut se concentrer, c'est à quel point on va, en fonction de ce qui se passe aux États-Unis, de la santé de la tech américaine, de la survalorisation ou non des actions de l'IA, remettre en cause la valeur de Bitcoin. Enfin, mine de rien, quand on se pose une question factuellement, qu'est-ce que ça change à la valeur de Bitcoin ? Rien. Et quand on prend du recul, c'est encore une fois très différent, mais pendant la crise Covid, il y a eu une panique, il y a eu de la peur, une peur extrême, notamment quand il y a eu justement l'accélération de cette crise, et tout le monde a vendu, tout le monde a débouclé. Quand les gens ont peur, ils passent risk-off. Quand ils veulent limiter leur risque, ils vendent les actions les plus volatiles de leur portefeuille. Bitcoin a trinqué, il est descendu à 3700 $. Mais juste après cette situation de crise, les banques centrales ont fait tourner la planche à billets, on essayait de créer de l'activité, et donc on s'est rappelé pourquoi Bitcoin existait. Bitcoin a, en quelques semaines ou quelques mois, tapé un nouveau record. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une raison que Bitcoin dévisse à ce point ? Oui, il est corrélé à la tech, mais Bitcoin a déjà été corrélé à l'or. Puis il a déjà été corrélé inversement au dollar américain. Puis il fait un peu ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas de case pour Bitcoin. Il n'existe pas et tant qu'il n'aura pas sa propre case à lui, on essaiera toujours de le corréler à un actif, mais injustement. Aujourd'hui, oui, le fait que quand il y a une grosse valorisation d'un coup, il y ait un recul, ça vient prolonger le mouvement à la hausse parce que c'est plus sain et toute valorisation trop soudaine se fait corriger à un moment ou à un autre parce qu'il y a des prises de profit, rien de plus évident que ça. Mais maintenant, à part un problème technique sur Bitcoin, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il vaudrait 40% de moins qu'il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que même si la Fed ne baissait pas ses taux en décembre, on verra, elle compte stabiliser son bilan, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de réduire son bilan. Et donc on va rentrer peut-être à nouveau dans un cycle d'expansion monétaire, ça, quelle que soit la trajectoire des taux de la Fed. C'est ce que j'allais dire, et je suis complètement d'accord avec vous deux, c'est un enjeu de liquidité. Et il y a une contraction des bilans des banques centrales, et là on imagine que ça se terminerait bientôt. Mais c'est un peu cette anticipation qui est mauvaise. Le marché déteste l'incertitude, c'est une platitude que de dire ça, mais on est en plein dedans. La preuve, hier, j'ai l'impression on disait que le glas pouvait sonner à partir des résultats de Nvidia. Ils sont bons, mais quand bien même, on a vu que ça s'est retourné. Donc c'est juste une question d'incertitude. Tout n'est pas forcément purement rationnel. Tout à fait. Hier, Nvidia ouvrait à plus 4, ça a terminé à moins 3, les amis. Bon, c'est ça la bourse et le Bitcoin qui a suivi aussi. On a une corrélation en ce moment aux valeurs tech, effectivement. Comment agissent les institutionnels dans cette phase de baisse des cryptos du Bitcoin ? Ils prennent peur, ils vendent ou ils tiennent, voire ils rachètent ? Il y en a pas mal qui réduisent un petit peu leur exposition. Je pense qu'on va en voir pas mal profiter de cette porte d'entrée, surtout que le Bitcoin a encore perdu 10 000 $ sur les 24 heures, donc ça commence à faire une proposition très intéressante pour certains, surtout ceux qui sortent de la peur et essayent de rationaliser la valorisation de l'actif. Oui. Et à ce moment-là, il y a quelques institutions qui reposent des grosses questions sur la table, mais globalement, il y a un peu de recul, on le voit sur les ETF, plusieurs milliards qui sont sortis en quelques jours, mais c'est pas plus surprenant que ça. D'ailleurs, on a même des fois du mal à savoir, est-ce que les crypto-monnaies baissent parce qu'on a vu des sorties sur les ETF, ou est-ce que la baisse des cryptos fait sortir des flux des ETF ? Et c'est un peu un cercle vicieux parce que tout le monde regardait vraiment, même quand il y avait des journées où il y avait 500 millions d'euros qui étaient rajoutés à Bitcoin sur le BlackRock ETF, eh bien tout le monde achetait du Bitcoin en se disant c'est un bon signe.
500 millions d'euros d'achat ne suffit plus à faire monter Bitcoin considérablement aujourd'hui. Donc c'est vraiment les signaux et le sentiment de perception qu'il dégage. Oui, le risque, c'est un peu de confondre causalité et corrélation en la matière. Pour moi, c'est un thermomètre parmi d'autres de voir les outflows, les inflows sur les ETF. C'est souvent plus en réaction, je pense, qu'à l'origine des mouvements. Mais alors, ce qui est frappant, c'est, j'ai vu passer cette étude cette semaine, cet article plutôt, c'était sur Cryptost en l'occurrence. D'habitude, quand les cryptos reculent fortement, les deux poids lourds, Bitcoin et Ether, augmentent leur part de marché dans l'univers crypto. Cette fois, ça ne semble pas être le cas. C'est vrai c'est plutôt proportionnel sur la baisse qu'on a eue. Oui. Puisque en fait c'est Bitcoin qui a beaucoup corrigé, alors que jusqu'à présent Bitcoin se valorisait plus que les autres, en tout cas depuis 2 ans. Oui. C'est ce qui a été la grosse surprise de ce cycle, c'est Bitcoin qui a surperformé alors qu'on s'attend à ce que les petites capitalisations explosent. Les altcoins. Et là le recul a été plutôt uniforme, c'est-à-dire que c'est vraiment les crypto-monnaies qui ont pris une claque à peu près uniforme, parce qu'il y a toujours quelques actifs qui se comportent plus ou moins bien, mais il y a également un comportement qui est intéressant à voir, c'est que beaucoup de gens sortent leurs crypto-monnaies des exchanges et les conservent en self-custody. Comme quoi, FTX et les précédentes plateformes qui ont eu des problèmes, ça a donné des bonnes leçons, mine de rien, à certains investisseurs. Donc c'est plutôt sain dans la façon de faire et dans l'approche. Mais c'est vrai que c'est plutôt linéaire sur cette baisse entre Bitcoin, Ether et certains autres actifs, alors que généralement Bitcoin résiste mieux. J'appuie ce point, c'est que des flux qu'on peut voir passer sur la blockchain, cette transparence, il ne faut pas trop tirer de conclusion. Je peux faire un grand transfert de Bitcoin, mais c'est juste ce qu'on appelle du rebalancing. Je passe mes fonds d'un portefeuille A vers un portefeuille B sans les avoir vendus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est de coutume de voir certains tweets qui disent « Regardez, ce mouvement, ça veut dire que ça va être vendu via un market maker, etc. » Non, pas forcément. Et j'ajoute aussi que sur quelque chose qui était nouveau sur ce cycle, c'est-à-dire les entreprises qui achetaient de la crypto et qui en faisaient leur trésorerie et même leur motif et leur raison d'être, il n'y a plus tellement aujourd'hui de demande de ce côté-là et ça se valorisait très simplement. C'était ce qu'on appelait la NAV ou le premium, c'est-à-dire la valorisation était supérieure au stock de Bitcoin. Et donc, tant que la valorisation de l'entreprise était supérieure, ils pouvaient, entre guillemets, émettre des actions pour acheter du Bitcoin. Sauf que là, maintenant, la valorisation, elle est quasiment de 1 pour 1. C'est ça, stratégie, par exemple. Exactement. C'est ça. Donc, il n'y a plus tellement de fuel, entre guillemets, pour avoir un profil d'offres si important qu'on a eu il y a 6 mois. Il y a 2 titres qui sont très intéressants à suivre aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressants et que c'est une position à prendre, mais c'est intéressant de suivre comment ça évolue. Premièrement, stratégie. Parce que la valeur de l'entreprise est presque égale à la valeur de ses stocks Bitcoin plus sa dette, évidemment. Donc, alors qu'on était arrivé à un moment où c'était 300% de survalorisation. Le premium était vraiment très très loin du stock et il continue à acheter des Bitcoins dans cette baisse, c'est ce qui se passe. Et également de l'autre côté, Circle, qui est du coup l'émetteur de stablecoin. Pour l'instant, les taux d'intérêt sont particulièrement hauts. Le revenu dégagé par cette entreprise sur sa supply augmente. Ils ont été listés à peu près 40 ou 50 $. Ils sont montés à 440 $ par titre en très peu de temps. Aujourd'hui, ils sont à 65 $. C'est une chute qui est linéaire. Vraiment, c'est un trait à la baisse, violent, alors qu'ils ont augmenté de presque 20 milliards la supply de stablecoin émis. C'est également parce qu'on sent qu'aux États-Unis, ils sont en train de resserrer un petit peu la vis autour des stablecoins. Ils ont été très, très, très pro-stablecoin depuis le Genius Act. Là, il y a quelques questions qui se posent, donc il y a un petit doute qui arrive et il y a des réflexions, mais rien, pas un changement de cap considérable. Juste, ils vont prendre le temps de considérer tous les stablecoins qui sont émis correctement. Et il y a une panique sur le titre et Circle dévisse alors qu'on regarde et on commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une information qu'on n'a pas pour que le titre perde autant de valeur? Parce que ils sont toujours pro-stablecoin, ils ont toujours tout fait pour soutenir le bond du Trésor américain et on voit une action d'une entreprise qui semble très bien se comporter, qui prend des parts de marché à tour de bras, sur un taux d'intérêt directeur qui est toujours très intéressant. Leur business model et leurs revenus dépendent de ça. Et on les voit plonger. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une opportunité ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas comme information? Ça dépend parce qu'ils étaient partis au départ de très 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 haut à Wall Street quand même en termes de valorisation. Alors est-ce qu'au départ c'était peut-être trop haut? Est-ce qu'il y a eu de la spéculation au départ? Ça dépend d'où on vient. C'est vrai, mais ils ont divisé par 4 la valeur de leur titre en très peu de temps, alors que finalement on dirait qu'ils sont corrélés au marché des cryptos. Alors que les stablecoins sont toujours en très très bonne forme. C'est vrai aussi pour d'autres IPO, je pense à celle de Figma où on est quasiment de retour en dessous des niveaux de prix qu'il y avait au moment de l'IPO. Sur Circle, mais indépendamment de ça, sur le marché stablecoin, il y a aussi quelque chose, je vais faire une autocritique, où on a dit les Américains, ils vont à fond. Certes, ils ont voté Genius, mais c'est comme Mika, une fois qu'on l'a voté, c'est un texte grandiloquent derrière, c'est l'applicabilité, c'est-à-dire derrière comment on le traduit en décret, en Union européenne, on dirait avec des RTS, c'est-à-dire très concrètement, de manière opérationnelle, comment il faut construire les choses. Et ça va prendre 2 ans avant d'être mis en place.
Ce qui veut dire, c'est pas parce qu'ils ont voté Genius que tout de suite les stablecoins rentrent dans notre quotidien. Ça va venir, mais ça prend du temps. Oui. Et la question aussi pour un Circle et d'autres émetteurs de stablecoins, même en Europe, c'est est-ce que le seul revenu le plus important, ça va rester le revenu dérivé du collatéral, c'est-à-dire des bons du trésor. Les taux baissent, mécaniquement les multiples, donc ça fait que la valorisation doit baisser. C'est plus sur les services. Est-ce qu'ils vont réussir à aller rentrer sur des sujets de paiement du quotidien, nous, citoyens ? Est-ce qu'ils vont arriver sur des modèles de correspondants bancaires où ça deviendra une route pour envoyer des fonds dans certaines zones économiques plus faciles que les routes qu'on a aujourd'hui avec le modèle du correspondant bancaire qui est un peu tendu? C'est plus à ce sujet-là qui est intéressant. Mais oui, la valorisation, elle a bien baissé, ça c'est clair. Mais vous pensez que ces services suffiraient à compenser la perte d'attrait liée à la baisse des rendements du Trésor et donc la baisse du rendement des stablecoins? Parce que ces rendements, c'est ce qui attire aussi peut-être les gens qui vivent en France, en Occident, en Europe, aux États-Unis. En revanche, ces services dont vous venez de parler, c'est plus pour les populations émergentes, donc peut-être un peu moins pour nous. Donc du coup, les stablecoins ici chez nous seront un peu moins populaires, moins intéressants, moins attractifs ou pas? Les clients cibles, c'est pas que les clients entre guillemets retail ou des pays émergents. C'est ça qui est intéressant, c'est que le stablecoin, il est protéiforme. Il sert autant à dollariser des économies ou à donner de l'euro à des gens qui sont en dehors de l'Europe. Il peut servir aussi comme actif de règlement pour acheter des actifs tokenisés quand je suis une grande entreprise ou même une PME sur des sujets de cash management. Et c'est ça qui est intéressant avec le stablecoin et qui fait son potentiel derrière. Ça rejoint la news qu'on analysera aussi tout à l'heure avec Ant et JP Morgan qui, eux, proposent en général plutôt du deposit token. Donc ce sujet du cash management, il est hyper intéressant, mais après, c'est de savoir quel type d'actifs, stablecoin ou deposit token, voire même wholesale CBDC, monnaie banque centrale pour les transferts de gros. C'est de voir la complémentarité entre tout ça et donc quel revenu tirer du stablecoin. On en parlera tout à l'heure un peu plus en détail des stablecoins. Juste pour revenir sur les cryptos, le Bitcoin, il se trouve que 2026 pourrait être une année encore plus dingue en nombre d'ETF, de nouveaux ETF que 2025. C'est Bitwise qui pense qu'on aurait peut-être en 2026 une centaine de nouveaux ETF crypto. C'est un câblage, c'est une plomberie qui sera aujourd'hui disponible et qui permettra aux gens d'investir. Alors il y a deux choses. Déjà, une centaine, c'est pas un chiffre précis, c'est juste qu'on attend énormément d'ETF et globalement, vu que les feux sont au vert aux États-Unis, ils seront probablement acceptés sur Bitcoin, Ether et plein d'autres crypto-monnaies d'ailleurs. Maintenant, on l'a bien vu. Est-ce que cette plomberie étant disponible pour les investisseurs veut dire qu'il va y avoir du cash frais qui va être investi dans les crypto-monnaies? Ça, c'est pas la réponse. En tout cas, il semblerait que oui, il y ait beaucoup plus d'ETF en 2026. Maintenant, est-ce qu'il y a des investisseurs qui semblent vraiment en attente de ces ETF pour pouvoir investir sur je ne sais quel autre altcoin? Je ne suis pas certain. Donc la vraie question, c'est ça. Quel sera l'impact de ces ETF? Et je ne suis pas sûr que ce soit l'Eldorado que beaucoup attendent. Mais oui, petit à petit, les crypto-monnaies, on le sait bien, c'est plus un pari. On sait que ça va faire partie de l'avenir et donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ces produits qui soient structurés autour. Et puis, allez-y Stan, vous voulez... Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une forme de rotation. C'est-à-dire de l'argent qui est déjà dans certains ETF va aller dans d'autres parce que ce seront des ETF qui seront, j'en sais rien, 80% Bitcoin, 20% Ethereum, etc. Du coup, aucun impact sur les cours. En revanche, le fait que les banques nationales américaines puissent détenir et utiliser des cryptos, est-ce que ça, c'est super prometteur ou pas? C'est nouveau, ça, c'est de cette semaine. C'est une lettre de l'OCC qui permet de clarifier quelque chose qui me semblait déjà possible, à vrai dire. C'est que pour opérer certains services, les banques ont besoin de crypto, mais en général, le volant de liquidité qui est nécessaire pour ces banques pour déployer des smart contracts, faire des transactions ou faciliter même des transactions de règlement livraison quand ils font des transactions sur des places de marché pour le compte de clients. En réalité, ce volant de liquidité, il est tellement faible qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, parce que plus que cette validation de l'OCC qui dit oui, les banques peuvent avoir de la crypto pour payer des gas fees, donc des frais de transaction, le sujet pour moi, il est surtout prudentiel. Et c'est quelque chose qui ressort aussi pas mal dans l'actualité. C'est le jour où les banques auront des volants de liquidité ou plus de crypto, là, ça va toucher à leur ratio prudentiel, au ratio de liquidité, etc. Et avec aujourd'hui des taux qui sont très conservateurs, c'est-à-dire que si une banque achète du Bitcoin et le met à son bilan, il faut avoir en contrepartie 1 pour 1. C'est-à-dire j'ai 1 euro de Bitcoin, j'aurais besoin d'1 euro en réserve. D'où le sujet qu'il y a avec les US et notamment l'Angleterre qui se disent j'ai pas tellement envie d'appliquer BAL 4 et j'ai plutôt envie de rediscuter BAL 4 pour qu'il y ait des ratios prudentiels plus favorables à la détention de crypto. Donc c'est pas tellement un sujet aujourd'hui, les banques américaines comme les banques européennes qui font des choses en matière de crypto, on sait qu'elles ont un tout petit peu de crypto, mais c'est non significatif. Les pros des cryptos, votre machine à condenser le temps. Une semaine d'actu en à peine 25 minutes. Vous connaissez l'adage, il faut savoir changer pour ne pas changer, savoir évoluer pour ne pas être remis en cause. Bien, depuis des années, Ethereum lançait des innovations, parlait de changements à venir, réfléchissait beaucoup à de nouveaux modes de fonctionnement. Eh bien, stop. Vitalik Buterin appelle désormais à ossifier Ethereum pour le stabiliser, Owen. Tout à fait. En fait, ce qu'il veut, c'est conserver la
la position du layer 1, c'est-à-dire du cœur même d'Ether, là où il est aujourd'hui. Il y a des gros changements qui ont été faits tous les 2 ans jusqu'à présent. Maintenant, sur le réseau Ether, il veut que la chaîne principale continue d'avoir la même fonction, sans modification très importante dans le futur, et concentrer l'innovation et les nouvelles tentatives sur les secondes couches. Par exemple, le réseau Arbitrum, Optimism, le réseau Base de Coinbase, qui sont des secondes couches du réseau Ether. Pourquoi ? Parce que ça va, selon lui permettre de se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire la décentralisation de la chaîne principale, sa sécurité, puisque finalement, toutes les transactions des chaînes secondaires, tout ce qui est un peu innovant, va venir s'inscrire finalement sur le Layer 1 pour profiter tout simplement des fonctions de la blockchain et de sa transparence. Et à ce moment-là, il faut pouvoir se concentrer sur certaines fonctions et pas uniquement sur de l'innovation et sur les nouvelles fonctionnalités attendues pour pouvoir, pourquoi pas, commencer à se poser les vraies bonnes questions sur l'informatique quantique qui, selon Vitalik, sera une menace en 2027 ou 2028. Oui. Selon lui, ça arrive très vite. Peut-être un peu trop vite dans le discours, mais une chose est sûre, il y a une accélération de ce développement et donc on sait que ça arrivera et peut-être plus tôt que prévu. Donc autant se poser les bonnes questions, surtout que c'est censé être un écosystème décentralisé. Et dès qu'on veut faire bouger une démocratie, quelque chose de très décentralisé, c'est forcément plus lent et plus complexe. Il y a besoin de plus de consensus et d'efforts que quelque chose de très centralisé où une seule personne prend la décision. Et c'est pour ça, selon moi, qui veut vraiment ossifier et se concentrer sur le Layer 1. Ossifier Ethereum. Oui, le terme d'ossification, d'ailleurs, c'est un terme qui est emprunté à Bitcoin. C'est même l'objectif de Bitcoin depuis le début, c'est qu'on fait quelque chose qui est le plus immuable possible. Ça a bougé à la marge avec des nouvelles versions de Bitcoin Core et des différentes implémentations de Bitcoin. Donc ce qui est amusant, c'est que Ethereum a pas mal bougé, mais pour de bonnes raisons, parce qu'il y avait une volonté d'innovation, mais qu'il faut toujours une sorte de stabilité pour construire. Et j'essaye de faire l'exégèse aussi du talk, des propos de Vitalik Buterin. Et je pense que cette ossification, elle répond aussi à l'institutionnalisation. Et d'ailleurs, il répondait à des questions sur, par exemple, l'arrivée de BlackRock et des grandes instituts qui, eux, vont construire et utiliser ces infrastructures de valeur demain pour faire circuler des actifs tokenisés, du cash, des deposit tokens, du stablecoin, etc. Et donc, la question, c'est le pouvoir de ces instituts qui font aussi l'usage par proxy de se dire si ces instituts demain demandent des modifications d'Ethereum qu'on s'amuse à changer à chaque fois, est-ce que ça ne met pas en risque Ethereum et notamment sa décentralisation ? Et il donne un exemple qui est très parlant. C'est qu'aujourd'hui, plus on réduit les blocs et plus le temps entre les blocs et plus on augmente la taille des blocs, c'est-à-dire la taille des canalisations, ça veut dire que c'est du matériel pour faire tourner la blockchain qui devient peut-être moins abordable pour le grand public, déjà qu'il est de moins en moins, et donc quelque part on ruine la promesse d'Ethereum de décentralisation. De ce fait, l'ossification pour lui, c'est dire stop, on a la bonne balance de décentralisation, de sécurité, d'incensurabilité. Et en ce cas-là, l'innovation passe plutôt au-dessus que sur Ethereum. Puisqu'on parle blockchain, d'ailleurs, il y en a une qui vient de passer une semaine assez sympa, c'est Polygon. Je sais pas, on n'en parle jamais dans les pros des cryptos. Ils ont remporté Polygon, Mastercard et Revolut. Que doit leur apporter à l'un et à l'autre Polygon ? Devrait-on davantage parler de Polygon ici ? Voilà, je sais pas. Disons qu'il y a beaucoup de Layer 1 qui tombent dans l'oubli. C'est-à-dire des réseaux blockchain qui se voulaient d'être innovants, etc. Et c'est vrai que Polygon l'a longtemps été, mais comme la plupart d'entre eux, on parle de Solana, d'Ether, de Bitcoin, qui ont des propositions de valeur un petit peu différentes. Beaucoup d'autres Layer 1 sont complètement aux oubliettes, et c'est vrai que Polygon vient de se faire une très grande semaine. Les transactions sont peu coûteuses, c'est une blockchain qui jusqu'à présent a énormément évolué et qui a continué à avoir un certain soutien de ses fondateurs, même quand ils ont quitté le bateau, qui est quelque chose d'assez peu commun. Ils ont remporté aujourd'hui pas mal d'appels d'offres et visiblement, ils vont travailler avec des grands noms qui ont été annoncés. Est-ce que ça suffira à valoriser le jeton et son avenir ? Je suis incapable de répondre à ça, mais c'est vrai qu'ils ont attiré pas mal de lumière sur les précédentes semaines, alors que beaucoup de blockchain Layer 1 aimeraient avoir des annonces de ce genre à faire. Mais tu l'as dit, c'est un sujet d'appel d'offres et souvent derrière ces deals, il faut voir si l'usage leur donne assez de revenus pour continuer à financer un peu du marketing et de la croissance. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il y a un coût aussi pour ces fondations, pour ces projets, de faire des partenariats avec telle marque qui Revolut, Mastercard, qui s'y retrouvent plutôt pas mal. Ils ont choisi Polygon, la Revolut et Mastercard. Et je vais même dire quelque chose un petit peu à l'aveugle qui est vrai pour beaucoup de blockchains, peut-être pas pour le cas de Polygon, donc je veux pas être de mauvaise langue, mais généralement ces fondations ont beaucoup d'argent, mais elles n'ont plus que ça. De l'argent. Et donc, elles arrivent même parfois à proposer des subventions pour avoir certains appels d'offres et dire, nous, on fait toute l'intégration, nous, on vous paye même pour travailler avec nous, on subventionne tous les flux que vous allez faire passer parce qu'on veut cet appel d'offres, on a besoin de montrer à notre audience qu'on existe encore. Et du coup, ils utilisent cette masse de trésorerie, non pas pour innover, pour repasser sur le devant de la pile, mais pour choper quelques grands noms et faire des belles annonces. Tu as dit de manière explicite ce à quoi je pensais.
C'est bien, vous êtes raccord. Les grands esprits se rencontrent. On va continuer d'ailleurs, et vous me tendez la perche en l'occurrence aussi, pour parler donc des stablecoins, parce que là, c'était une belle semaine pour Polygon. C'en était peut-être une moins belle, enfin vous allez nous dire, pour Circle et Tether. Il se trouve qu'Alibaba est sur le point manifestement de choisir non pas Circle, non pas Tether, mais plutôt le stablecoin de JP Morgan pour les paiements transfrontaliers. C'est bien pour JP Morgan, c'est peut-être un peu moins bien pour Tether et Circle. Enfin... Mais... Encore une fois, quels sont les termes de contrat et pourquoi est-ce qu'Alibaba va choisir celui de la JP? J'ai pas le détail. Le recul du marché n'affecte pas tant que ça les stablecoins. Il y a eu des flux sortants, quelques milliards, mais quand on voit la croissance qu'ils ont eue, qui ont été linéaires, plusieurs milliards par jour pendant des mois, est-ce qu'on peut dire qu'1 ou 2 milliards de sorties sur USDC ou sur USDT sont inquiétants? Je pense pas. Non, et puis il y a pas mal d'expérimentation aussi pour ces entreprises qui font des paiements transfrontaliers. Et je pense par exemple à Ant, qui est un peu la partie financière de cette entreprise Alibaba, si je dis pas de bêtises, c'est bien le même groupe, qui a signé plein de mémorandums, plein d'expérimentations avec des banques, et notamment CACIB en France, la CIB du Crédit Agricole. Donc il n'y a pas que JP, il y a aussi d'autres banques où ils ont envie de tester dans différentes zones économiques ce qu'il est possible de faire en cash management. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté d'ailleurs de ne pas dépendre que des Américains. D'où des signatures sur des explorations avec d'autres banques. Ant qui gère Alipay, c'est l'ancienne filiale d'Alibaba, en l'occurrence Ant, effectivement. Un petit mot de Donald Trump quand même, un petit peu. Il a gracié Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, il y a quelques jours. Mais Changpeng Zhao, CZ, a-t-il payé Donald Trump pour ça? Il y a des infos qui circulent sur un prétendu paiement secret en faveur de Donald Trump, qui du coup a gracié CZ. Voilà. On en est là aux États-Unis. Je n'ai aucune information à la matière, donc mon avis n'est pas très pertinent. Mais ça vient pourrir l'atmosphère, quoi. C'est ça le problème. Ça vient pourrir l'atmosphère. La question, c'est est-ce que ça nous surprendrait? Non. En même temps, il faut combattre ses préjugés. Parfois, il faut savoir combattre ses propres... Et puis, il ne faut pas voir le mal partout non plus, parce qu'ils ont leur façon de faire les choses, mais je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Mais je suis réellement pas qualifié pour répondre à cette question et je pourrais mettre un jugement quelconque. Mais on invitera Donald Trump pour lui poser cette question directement. Mais c'est vrai qu'il a été déjà sorti de prison. Il s'est fait gracier pour pouvoir réexercer aux États-Unis, parce que pour lui, c'est un business là-bas. Oui. De là à payer pour être gracié, c'est vraiment vouloir se remettre sur une ligne qui, au grand jour, pourrait faire beaucoup de mal. Là, il faut faire comme les politiques. Quand on nous pose une question, il faut soit créer un contre-feu, soit poser une autre question. Moi, je n'en sais rien. Et tiens, on va rester dans la galaxie Trump pour terminer. L'immobilier tokenisé, c'est le fils de Donald Trump, Eric Trump, qui avait annoncé que les Trump Towers seraient bientôt tokenisés. Cette semaine, on apprend que 70% de l'hôtel Trump aux Maldives, il y a un hôtel Trump aux Maldives, figurez-vous, bien 70% de cet hôtel va être tokenisé. Voilà. Est-ce que ça donnera le droit d'aller jouer au golf aux Maldives? Je ne sais pas. C'est ça, quel sera le droit derrière le token? Où est-ce qu'il va être échangé? Quel retail va profiter de ça? En tout cas, ils n'ont pas prévu d'arrêter d'utiliser la blockchain et ses différents canaux pour écouler des stocks. Ils sont très forts, nos pros des cryptos. C'est chaque semaine. Owen Simonien, alias Asher. Et combien d'abonnés sur votre chaîne YouTube? Ah, là, ça s'accélère. Là, il y a un intérêt soudain pour les crypto-monnaies. On a dépassé les 790 000. Ça y est, là. Parce que quand les cryptos baissent, il y a plus d'abonnés qui arrivent? Oh, c'est le volume. C'est l'intérêt pour le sujet, en fait. Donc, ce qui ne va pas, c'est quand c'est stable, long et qu'il y a peu d'actualité. Quand ça va très vite dans un bon ou dans le mauvais sens, les gens s'intéressent au sujet. 780 000, on a franchi la barre. Donc, on va vers les 800 000 là, on va essayer de les taper pour Noël. Premier influenceur youtubeur francophone du monde, Owen Simonin et sa chaîne Asher et sa société Meria, qu'on n'oublie pas bien sûr. Merci à Stanislas également, Stanislas Barthélémy, qui vient évangéliser les professionnels, en l'occurrence les institutionnels, leur apporter plein d'idées d'investissement crypto. Le président de l'ADAN. Dans un instant, ce sera BFM Bourse. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.